Le monde de Warhammer 40 000 est extrêmement sombre, et il existe des guerres très ténébreuses, très sombres, au sein de cet univers encore plus grimdark que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, avec la première guerre tyrannique et la première invasion des tyrannides dans l'humanité. Accrochez-vous car nous allons aussi découvrir qui est le maître des essaims, ainsi que l'esprit ruche tout au long de cette vidéo. Si vous voulez tout savoir sur les tyrannides, c'est la vidéo parfaite pour le faire, alors préparez-vous. Bonne vidéo à tous, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, on est parti. Le premier contact enregistré entre l'impérium de l'humanité et les tyrannides s'est produit au début de l'année 745.M41. Cela a eu lieu dans la frange orientale de l'espace impérial. Jusqu'à ce jour, les archives impériales indiquent que l'humanité ignorait tout de la nouvelle et terrible menace qui émergeait du vide intergalactique. Si l'une des espèces intelligentes les plus anciennes de la galaxie, comme les Aeldari, était au courant de l'existence des tyrannides, elle n'avait jamais daigné avertir l'humanité de la terreur à venir. Pourtant, la flotte ruche Behemoth avait laissé de nombreuses preuves de son arrivée dans la Voie lactée. Au cours de la décennie solaire qui a précédé le premier contact sur Tyran, des explorateurs impériaux ont recensé les systèmes stellaires entourant le lointain avant-poste de l'Adeptus Mechanicus situé sur Tyran Primus. Ces explorateurs avaient découvert quelque chose de curieux, car des mondes entiers, connus pour avoir été des planètes verdoyantes regorgeant de toutes sortes d'animaux et de plantes extraterrestres, avaient été dépouillés, réduits à des roches stériles, flottant dans le vide. Il n'y avait plus une seule parcelle de vie, pas même la plus simple bactérie. Bien que cette anomalie ait été signalée à l'Adeptus Administratum, aucun suivi n'a été ordonné. La galaxie est un espace bien plus vaste que ce qu'un seul esprit humain peut comprendre, et les mystères non résolus abondent. Comme toujours, l'Adeptus Administratum était aussi lent que peut l'être une bureaucratie à l'échelle de la galaxie. Si déjà nos bureaucraties en France, en Suisse, en Belgique sont extrêmement lentes, imaginez quand c'est une bureaucratie intergalactique les potes. C'est de la merde. Clairement. Alors que l'avant-poste du monde Mechanicus sur Tyran continuait d'envoyer des rapports sur la découverte d'un grand groupe de mondes morts, la flotte ruche Behemoth se rapprochait de plus en plus. Et jusqu'à présent, les tyrannides n'avaient consommé que des planètes isolées, n'abritant aucune forme de vie intelligente, utilisant la biomatière absorbée pour reconstituer les réserves de la flotte ruche qu'elle avait dépensées au cours de son long voyage dans la nuit extragalactique. Désormais rafraîchis et réapprovisionnés par les nouveaux stocks de matière organique, les Xénos s'abattirent sur Tyran Primus. Ce n'était que le premier des mondes de l'Imperium à tomber sous les coups du Grand Dévoreur. Mais ce serait l'endroit d'où l'humanité nommerait cette nouvelle menace. Si l'avant-poste du Mechanicus sur Tyran a été prévenu de l'attaque imminente, c'est grâce à la chance. Car oui, un vaisseau d'exploration qui revenait d'un nouveau monde mort rencontra un nuage d'objets non identifiés alors qu'il entrait dans le système de Tyran. Bien que paralysé par ce qui semblait être des mines faites de tissus organiques à la limite de ce nuage, le vaisseau explorateur parvint à revenir en boitant jusqu'à la base impériale en orbite de Tyran Primus, et à porter son terrible message d'avertissement. Plusieurs jours solaires plus tard, la première invasion complète d'un monde impérial par une flotte ruche tyrannide commença. Mais l'avant-poste principal de Tyran, Primus, ne tombera pas facilement aux mains des prédateurs extragalactiques. Située au cœur des ruines d'une ancienne chaîne d'îles volcaniques, la base impériale était lourdement fortifiée pour résister aux redoutables tempêtes et aux énormes créatures marines des mers sauvages du monde océanique. De plus, étant donné la position de Tyran à l'extrême limite de l'espace impérial, dans une région frontalière très dangereuse et inexplorée de la galaxie, Tyran avait été judicieusement doté d'un armement jugé suffisant pour dissuader les attaques de pillards ou de xénos agressifs. 4 lasers de défense planétaire géants protégeaient l'avant-poste de Tyran, chacun étant protégé à son tour par des silos en céramique durcie et des générateurs de boucliers du vide. Cette puissance de feu était renforcée par 36 emplacements d'intercepteurs autocanons et lascanons, mais aussi un réseau de bastions de défense chevauchants et des bunkers de classe Proteus. Comprenez bien que là on n'est pas sur la défense de mauvaise qualité, au contraire, le monde était très bien défendu. La garnison impériale déployée sur Tyran Primus était également redoutable. Outre les gardes du corps cybernétique Skitari du commandant de l'Adeptus Mechanicus, nommé le Magos Varnak, Tyran possédait 3 escadrons complets de chasseurs Thunderbolt de la marine impériale, mais aussi
3 croiseurs légers de classe Endeavour et un régiment entier d'infanterie de l'Astra Militarum. En gros, c'est une putain d'armada gigantesque. Mais bon, les tyrannides, on les connaît, ils sont très cheatés. Il s'agissait donc d'une garnison standard pour un important avant-poste frontalier impérial, qui s'était avéré efficace contre la plupart des adversaires rencontrés par les troupes impériales isolées sur le pourtour de la galaxie. Mais face au grand dévoreur, cette garnison ne serait qu'un bref obstacle à sa fin insatiable. Accrochez-vous car on est parti pour une magnifique histoire, on va parler donc de la première guerre tyrannique, j'espère que vous êtes prêts, messieurs dames, car il y a beaucoup de choses à voir. Et croyez-moi que cette première rencontre avec les tyrannides est terrifiante. Les lasers de défense planétaire de Tyran ouvrirent le feu sur l'ennemi dès que les premiers biovaisseaux aliens entrèrent en orbite au-dessus du monde de l'océan. Pendant plus d'1 heure, le ciel perpétuellement orageux de Tyran fut déchiré à maintes reprises par des explosions colorées de lumière cohérente, les artilleurs de la base cherchant évidemment désespérément à repousser les envahisseurs xénos qui descendaient. Puis, alors que les lasers de défense commençaient à chauffer à blanc et à surchauffer en raison du nombre de cibles, les envahisseurs se retirèrent soudainement. Porté par un excès de confiance en sa propre force et par son ignorance de l'ampleur réelle de la menace, le Magos Barnak ordonna à sa petite flotte de croiseurs de la marine impériale de harceler les vaisseaux biologiques qui se retiraient. Mais cette stratégie était une putain d'idée de merde, disons-le clairement. Après avoir pénétré le nuage de spores qui masquait la taille de la flotte extraterrestre en approche, les vaisseaux impériaux qui les poursuivaient découvrirent que moins d'une douzaine de ces étranges vaisseaux organiques avaient été détruits sur les milliers que comptait la flotte complète qui avait pénétré dans le système de Tyran. Après avoir réussi à détourner les croiseurs impériaux du soutien des emplacements de lasers de défense de la planète, les vaisseaux biologiques ont soudainement changé de direction et se sont jetés sur les vaisseaux impériaux comme des requins affamés. The Emperor's Fist, le poing de l'empereur, fut le premier vaisseau impérial détruit, sa coque déchiquetée par un essaim d'organismes voraces vomi par un vaisseau beaucoup plus petit. Le Righteous Destiny ne tint pas longtemps, car un groupe de tentacules l'entraîna dans la gueule béante d'un vaisseau ruche. Seule l'épée des guerriers résista assez longtemps pour transmettre un avertissement par Vox à Tyran. Mais avant que le message ne soit terminé, des pseudopodes ressemblant à des sangsues rongèrent les plaques d'adamantium de la coque du vaisseau et lâchèrent une horde de Genestealers vicieux sur la passerelle et les ponts inférieurs de l'engin. Tout l'équipage fut massacré en quelques minutes, et le croiseur fut laissé à la dérive dans l'espace. Sans équipage, sa précieuse biomatière ayant déjà été dissoute dans les réserves de la flotte ruche. Après que les croiseurs impériaux aient été totalement perdus, la flotte ruche retourna en orbite de Tyran. Et cette fois, les défenses impériales s'avérèrent inadéquates. Des milliers de spores mycétiques déferlèrent sur le monde, et bien que des lasers de défense aient réussi à détruire un grand nombre de ces nacelles mortelles, un nombre incalculable d'autres réussirent à plonger dans les mers déchaînées. Tout autour de l'avant-poste impérial, les eaux bouillonnaient, tandis que les envahisseurs jaillissaient des spores et se frayaient un chemin à travers les puissants prédateurs maritimes des océans de Tyran, qui, il faut le dire, n'avaient rien à envier à la sauvagerie des tyrannides. Les xénos escaladèrent ensuite les murs de l'avant-poste impérial, et les gardes impériaux ont d'abord réussi à repousser les créatures voraces grâce à des volées de tirs laser disciplinés, car ils comptaient parmi eux des gardes vétérans de Catachan. Et ces soldats Catachan sont des guerriers spécifiquement doués pour combattre dans les jungles mortelles, habitués depuis longtemps à lutter contre la faune monstrueuse de leur propre planète. Les gardes se sont battus sous une pluie battante et constante, et leur puissance de feu a creusé d'énormes trous dans la ligne des extraterrestres. Mais vous vous en doutez, ça n'a pas duré. Les peaux des petites bioformes n'offraient qu'une faible protection contre les tirs de laser concentrés, et ils ne faisaient pas le poids face aux autocanons de la grille d'interception érigée autour de la base. Vague après vague, les Ormagotes et les Genestealers furent déchiquetés, et leurs cadavres commencèrent à étouffer les zones de mort soigneusement aménagées entre les bastions de l'avant-poste. Les chasseurs Thunderbolt s'élevaient dans le ciel au-dessus de la base, détruisaient les spores qui arrivaient avec un tir de précision avant de s'éloigner, afin de trouver de nouvelles cibles. Et il y a toujours de nouvelles cibles avec les tyrannides, il faut le dire. C'est interminable, une invasion tyrannide. Comprenez bien que c'est pas des milliards. On parle de milliards d'organismes qui vous plongent dessus. Telle est l'horreur des tyrannides. Vous ne voyez plus le ciel, plus le soleil, plus les étoiles, plus les lunes, rien n'est visible. Et votre environnement est intoxiqué par des putains de micro-insectes qui sont là pour vous empêcher presque de respirer. Ouais. Mais la défense impériale commença quand même à se fissurer lorsque le laser de défense de la planète Nord se tut. Sur ordre de l'esprit de la ruche, des milliers de gargouilles s'étaient jetées dans son canon.
obstruant les gigantesques projecteurs de faisceaux avec leurs propres corps noircis. A savoir que les gargouilles sont simplement les organismes volants de petite taille. Quelques instants plus tard, le laser de défense de la planète Est fut détruit totalement, lorsqu'un Carnifex pénétra ses parois d'acier et déchira les conduits de refroidissement de l'arme massive. Malgré leurs vaillants efforts, les Thunderbolts finirent par tomber du ciel, leurs moteurs étouffés par les spores, ou leurs pilotes totalement arrachés en hurlant de leur cockpit par les harpies. Alors que les réseaux de défense impériale étaient en train de s'effondrer, les spores mycétiques commencèrent à tomber sur l'avant-poste. Le carnage allait commencer. L'avant-poste impérial de Tyran Primus avait été totalement envahi. Les bastions avaient été détruits ou débordés, et tous les lasers de défense de la planète s'étaient tus. Même les chasseurs de Catachan de l'Astra Militarum avaient fini par abandonner leur poste et s'étaient enfouis sous la pluie dans l'espoir d'échapper à une mort atroce et totalement interminable. Seul le bunker de commandement était encore debout, et ses murs commençaient à se fissurer sous l'impact des coups massifs portés par certains des plus grands bioformes tyrannides. À travers les quelques écrans encore fonctionnels, le Magos Varnak vit la marée inarrêtable de Xeno détruire son avant-poste, qui était autrefois réputé pour être imprenable. Une fois que la porte en adamantium du bunker s'est effondrée, les tyrannides se sont déversés dans le bunker de commandement. Les gardes impériaux et les Skitarii cybernétiques se sont battus avec des lance-flammes et dans certains cas à main nue, mais le nombre impressionnant d'extraterrestres vicieux a réussi à se frayer un chemin à coups de dents, de morsures et de griffes. Alors que les Ormagontes se déversaient dans le centre de commandement, Varnak murmura sa dernière prière à l'Omnimessie, et il déclencha un interrupteur spécial, qui envoya un codex de données dans les profondeurs de ce qui restait de l'avant-poste avant d'être déchiré. Les précieuses données contenues dans ce codex allaient s'avérer être le plus grand héritage de l'avant-poste tyrannide, car les enregistrements vidéo, les images et les données du premier assaut tyrannide allaient être trouvés presque une année plus tard par l'inquisiteur Fidus Cryptman, un homme qui allait plus tard consacrer sa vie à mettre fin à la menace tyrannide qui pèse sur l'humanité. Sans l'arrivée de Cryptman, le sort de l'avant-poste tyrannide n'aurait peut-être jamais été connu, et l'Imperium aurait été totalement inconscient de ce qui allait se passer. Je me permets même de dire que Cryptman a même sauvé l'Imperium, a sauvé Terra, a sauvé Macragge, et beaucoup d'autres endroits. Mais on va déjà voir que les tyrannides ont failli détruire le monde des Space Marines ultramarines. J'ai nommé la planète Macragge. Revenons-en à notre cher Cryptman. Cryptman avait trouvé une planète stérile et morte qui ne portait plus aucun signe de monde océanique prospère qu'elle avait été autrefois. La planète avait été littéralement aspirée et vidée de toute forme de vie. La moindre parcelle de végétation et même toute son eau avait été consommée par la flotte ruche comme biomasse et nutriments nécessaires. Alors que Cryptman examinait les codes de données qu'il avait trouvés dans les ruines de l'avant-poste, toute l'horreur de la première attaque tyrannide lui fit enfin révéler. L'inquisiteur laissa immédiatement les fantômes de tyrans derrière lui pour avertir la galaxie de l'approche du grand dévoreur, qui est une terreur que Cryptman nomma Tyrannide. Et donc oui, c'est de là que vient le nom des tyrannides, de la première planète que ces Xénos ont dévoré totalement. En tout cas, la première planète impériale. Le cauchemar des guerres tyranniques avait commencé, et l'impérium de l'homme ne serait plus jamais le même. Behemoth, le monstre, a été lâché sur notre galaxie. Le monde suivant à tomber fut Oculus, ou Oculus. Et il s'agissait d'une station d'observation de la taille d'une lune, prise dans la trajectoire de la flotte ruche Behemoth alors qu'elle dépassait Tyran. La station était un bio-artefact revendiqué par l'Imperium 9000 ans plus tôt, et elle fut totalement dévorée, ainsi que le triste et regretté équipage du Mechanicus. Yaga, ou Jaga, était la planète d'origine des orques flibustiers, connue sous le nom de Star Krumpaz. Leur flotte considérable de kill cruisers, qui représentait autrefois une menace majeure pour la navigation impériale locale, a combattu la flotte ruche Behemoth lors d'un grand engagement naval, mais a finalement été détruite. Ensuite, Cryptman ordonna à son astropathe d'envoyer un avertissement à l'Imperium, mais le Psyker ne put pénétrer l'agitation du Warp laissée par le passage de la flotte extraterrestre et son ombre dans le Warp. Petite piqûre de rappel, les astropathes sont les Psykers de l'Imperium, des gens ayant des pouvoirs liés à l'Immaterium, la dimension des démons, et ils sont capables d'envoyer des informations de planète en planète ou de vaisseau à planète, afin d'envoyer des messages sur de longues distances. Mais comme on a vu, il y a ce qu'on appelle l'ombre dans le Warp, qui est une sorte de brouilleur
technologique, mais pour cette dimension des démons, que les tyrannides émettent autour d'eux, ce qui empêche toute personne ayant des capacités psychiques à les utiliser. Et très souvent, ils vont avoir un énorme mal de crâne, voire avoir l'effet d'overdose de certaines drogues, et certaines fois ils peuvent même mourir à cause de la douleur. Car oui, les tyrannides ne sont pas là que pour vous bouffer, ils sont là aussi pour vous détruire psychologiquement. Même la matrice d'amplification Tondros Telepathica, située en proximité, était masquée. En désespoir de cause, Kryptman se dirigea vers le système Tondros dans l'espoir de rétablir la communication avec l'Imperium. C'est au cours de ce voyage que Kryptman réalisa l'ampleur de la menace tyrannide. Dans le sillage de la flotte ruche, Kryptman découvrit une série de mondes stériles qui, d'après les archives impériales, devaient être verdoyants et luxuriants. En examinant les données d'une décennie solaire de relevés planétaires de cette région de l'espace, Kryptman constata l'émergence d'un modèle. Il a pu déterminer la trajectoire de la flotte ruche grâce à la traînée des mondes morts et sans vie qu'elle avait laissé derrière elle. Car oui, l'approche de la flotte ruche n'était pas subtile, elle ne relevait pas du génie stratégique, elle venait pour tout dévorer, simplement. Elle a donc traversé la galaxie sans s'arrêter, dévorant absolument tout sur son passage, avec une fin insatiable qui allait devenir sa caractéristique principale. Bien que le vaisseau de Kryptman soit rapide, les tyrannides avaient attaqué le système de Tondros et s'étaient éloignés bien avant son arrivée. Tondros n'était pas aussi bien protégé que Tyran, et fut malheureusement submergé par le nombre apparemment infini de bio-horreurs qui inondèrent ses villes et ses fortifications. La matrice télépathique avait vidé tous les chargeurs de ses tourelles et brûlé son cristal laser de défense avant d'être envahi. Il était évident que Tondros s'était battu avec courage, mais sa population avait néanmoins été massacrée et totalement consumée. Petite pause pour vous montrer la carte des invasions tyrannides de la flotte ruche Behemoth. Je trouve que ça vaut la peine, mettez pause si vous voulez voir ça, parce que il y a l'autre flotte qui est juste à côté, la flotte ruche Kraken, mais on en parlera une autre fois, évidemment. Reprenons notre histoire. Solemnas, ou Solemnes, est un monde tombeau Nécron, gouverné par le seigneur suprême Nécron, Trazyn, qui se trouvait sur le chemin de 2 vrilles miniatures de la flotte ruche Behemoth. Cependant, l'esprit de la ruche a reconnu l'énorme menace que représentaient les Nécrons, de sorte que leurs biovaisseaux ont effectué d'importantes corrections de trajectoire afin d'éviter tout conflit avec les forces Nécrons sur Solmenas. Finalement, en raison de l'incapacité de ces vrilles à identifier des mondes proies riches en biomasse, ces 2 vrilles du Behemoth sont entrées en hibernation. Et rappelez-vous bien de cette information, c'est extrêmement important. Là, les petites flottes de Behemoth ont décidé de se mettre en veille, comme si vous mettiez en veille votre ordinateur, afin de le mettre à jour plus tard, et peut-être de réutiliser quand vous en aurez un petit peu plus besoin. Parce qu'en attendant, vous avez d'autres choses à faire. On y revient après. Et comprenez bien vraiment que la seule menace réelle pour les tyrannides, je le maintiens, mais c'est les Nécrons. Ils sont trop forts les Nécrons, voilà. Les forces de l'Imperium n'ont pas été les seules à subir de lourdes pertes suite à l'arrivée du Behemoth. Le monde de Sibari, qui était une planète abritant l'espèce marine du chaos, nommée les Shadow of War, et il fut totalement dévoré par l'arrivée du Grand Dévoreur. Avec la perte de Tondros, la quête de Kryptman devint critique. Les prochains systèmes sur le chemin de la flotte ruche Behemoth appartenaient au royaume d'Ultramar. Et, à moins d'être prévenu, l'Imperium risquait de perdre sa meilleure chance d'arrêter la progression des tyrannides. En toute hâte, Kryptman et ses agents récupérèrent ce qui restait de la matrice télépathique de Tondros et, au prix d'un effort herculéen, son astropathe parvint enfin à percer l'ombre dans le warp afin de contacter l'Imperium qui ne se doutait de rien. L'astropathe, le nez et les oreilles ruisselants de sang à cause de l'effort, diffusa l'avertissement de Kryptman. Une seule voix sortit des ténèbres et vint de Macragge, le cœur d'Ultramar, et la planète d'origine d'espèces marines ultramarines. Par la grâce de l'empereur, l'inquisiteur Kryptman arriva à Ultramar avant la flotte ruche Behemoth, et rencontra Marneus Calgar, le maître du chapitre des ultramarines, sous le portique de son palais de marbre blanc. Calgar se tenait comme un géant devant l'inquisiteur. Sa stature était imposante, même parmi les guerriers surhumains d'espèces marines. Calgar écoutait attentivement les paroles du petit homme, mais la terrible découverte de Kryptman ne troublait pas sa noble attitude. Véritable héritier du génie du primarque Roboute Guilliman et l'un des chefs militaires les plus accomplis de l'Imperium, rien n'échappait à Marneus Calgar. Pas un détail sur l'ennemi qui puisse être transformé en avantage. La flotte ruche Behemoth approchait à grands pas, et le chapitre des Ultramarines se préparait à la plus grande bataille de son histoire.
Les ultramarines réagiraient rapidement, et Marneus Calgar déploya la flotte ultramarine pour stopper la flotte ruche tyrannide sur le monde jardin de Prandium, nommé le joyau d'Ultramar. Avec ses jardins et ses forêts d'une telle beauté et d'un tel savoir-faire génétique qu'il était considéré comme l'une des merveilles de l'Imperium, un monde que les ultramarines avaient le devoir de protéger. Malheureusement, ce fut un réel massacre, et la raison de cet échec est à cause des tactiques et stratégies qui ont été notées dans le Codex Astartes, un tome très ancien de connaissances créé par le primarque des ultramarines, Roboute Guilliman. Cet ancien document était là pour régir tous les aspects de la guerre impériale, et malheureusement, ce livre ne permettait pas de réussir à vaincre les tyrannides. Les stratégies de harcèlement des ultramarines n'ont pas permis d'infliger suffisamment de dégâts aux aliens. Et les passes à courte portée des Thunderhawk et autres avions et véhicules impériaux pour une puissance de feu optimale n'ont fait que favoriser encore plus le mode d'attaque des tyrannides, puisque leurs kystes de spores et leurs tentacules griffus ont éclaté ou déchiré de nombreux vaisseaux qui sont passés à l'attaque. La flotte ultramarine a dû sacrifier le Prandium à la consommation de la flotte ruche. La malheureuse planète Calf finit par tomber, ravagée ensuite par une plus petite force de tyrannides ensemencée par les biovaisseaux de la flotte ruche. Pendant une semaine, Marneus Calgar s'est privé de nourriture et d'eau en méditant sur la question. Lorsqu'il sortit de son état de transe, il déclara aux ultramarines qu'il s'était rendu coupable du péché d'orgueil. Le Codex Astartes a été écrit pour les Space Marines, mais les Space Marines n'ont pas été créés pour le Codex Astartes. Ils allaient devoir s'adapter et développer de nouvelles stratégies et tactiques, voire de nouvelles armes, s'ils voulaient vraiment réussir à contrer la menace tyrannide. Les raids à l'improviste ont été abandonnés, au profit de défenses concentrées et d'une puissance de feu stratégique. Les ultramarines durent donc choisir un lieu à défendre, et ils choisirent leur monastère-forteresse, la forteresse d'Hera, sur leur planète d'origine, Macragge, au cœur même d'Ultramar. Je pense qu'il est maintenant temps d'attaquer la deuxième partie de cette histoire, et on va donc voir le siège de Macragge. Bon nombre d'entre vous pensent connaître cette histoire, et en fait vous ne la connaissez que en surface, alors plongeons un petit peu dedans et voyons voir tout ce que vous ignorez dessus. Au cours des 10 millénaires qui ont suivi la blessure mortelle de leur primarque Roboute Guilliman, les ultramarines ont défendu le royaume d'Ultramar contre toutes sortes d'envahisseurs, certains si étranges qu'ils défient l'entendement du commun des mortels. Les ultramarines ont testé leur puissance contre les Wag orques et les soulèvements renégats, les incursions tau et les raids nécrons. Mais la mesure de leur héroïsme se révèle dans les batailles où ils ont défendu toute vie dans la galaxie face à des menaces venant de l'au-delà de l'espace connu. C'est ce qu'ont prouvé les fils d'Ultramar au cours du 35e millénaire, en combattant les Starstriders de Kriov et en représailles au massacre de Heavenfall. Mais de toutes ces terribles guerres et luttes héroïques, il y a un conflit qui se distingue de tous les autres. L'assaut de la flotte ruche Behemoth contre le monde natal du chapitre ultramarine Space Marine, nommé Macragge. Marneus Calgar élabora rapidement ses plans, estimant que Macragge était le système stellaire le plus immédiatement menacé. Calgar ordonna que ses défenses, déjà formidables, soient encore améliorées et renforcées. Une douzaine de vaisseaux de guerre étaient déjà en orbite, et chaque jour, d'autres arrivaient du Warp. D'énormes croiseurs d'assaut faisaient de l'ombre aux vaisseaux civils et aux destroyers de la marine impériale, et étaient eux-mêmes éclipsés par la présence inquiétante de barges de combat des ultramarines. Entre cette puissante flotte de vaisseaux de guerre et les non moins redoutables stations de défense orbitale de la planète, Macragge était loin d'être sans défense. Mais est-ce que ces défenses suffiraient-elles à bloquer l'invasion tyrannide? Quelques semaines plus tard, les vaisseaux de la flotte tyrannide attaquèrent Macragge. Les bio-vaisseaux extraterrestres balayèrent les attaques de croiseurs d'assaut ultramarines et envahirent la planète. Bientôt, des milliers de bêtes nées de spores mycétiques se mirent à courir et à se déchaîner sur toute la planète. Estimant que la menace tyrannide était trop importante pour être combattue coup par coup, Calgar regroupa ses forces terrestres en 3 puissantes armées. Et les forces opérationnelles primaires et secondaires, composées en grande partie de vétérans de la première compagnie et de régiments des forces de défense planétaires ultramarines, ont renforcé les forteresses polaires de Macragge contre l'assaut des tyrannides. Pendant ce temps, le groupe de travail de Calgar, le plus important des trois, a mené une série d'actions d'arrière-garde, tentant de ralentir l'avancée des tyrannides et d'éliminer les organismes de contrôle des synapses de l'esprit ruche. Petite piqûre de rappel, les créatures tyrannides ont un lien qui est une sorte de lien synaptique, elles sont reliées grâce à certains tyrannides un peu plus puissants
qui sont et qui agissent comme des antennes relais des Wi-Fi qui permettent d'avoir l'information de l'esprit ruche qui est donc l'entité qui contrôle tous les tyrannides en même temps. Si ces créatures un peu plus puissantes qui reçoivent les informations de l'esprit ruche meurent, les créatures dites plus sauvages finiront par agir instinctivement et plus comme des animaux terrifiés ou simplement comme de simples prédateurs. Voilà, maintenant que vous comprenez ça, on peut continuer. Calgar a remporté de grands succès dans les premiers jours de la campagne, gagnant du temps en faisant couler le sang de ses frères de bataille au nord et au sud. Cependant, les tyrannides continuaient d'arriver. Lors de la bataille finale sur la crête de Cold Steel, l'arrière-garde des Ultramarines fut brutalisée par la horde de tyrannides, et Calgar en personne fut gravement blessé. Sachant qu'en restant sur la planète, il condamnait ses partisans à une mort totalement inutile, Calgar se retira sur la barge de combat à Octavius, refusant tous les soins médicaux, sauf les plus vitaux. Le maître Macragge prit donc le commandement de la flotte et chercha un moyen de sauver son monde d'une destruction certaine. Quelques heures après, la flotte principale des tyrannides arriva sur la planète. Sans signe de renfort, Calgar mena sa flotte dans une série d'attaques audacieuses, frappant des vaisseaux isolés qui se dispersaient pour envahir Macragge en force. Pris entre la puissance de feu des forteresses polaires de Macragge et les coups de marteau vengeurs de la flotte de Calgar, les vaisseaux tyrannides furent détruits par dizaines, mais il en restait encore beaucoup. Alors que la bataille faisait rage, les tyrannides lâchèrent des milliers de spores mycétiques au-dessus des forteresses polaires vitales. Et si les forteresses étaient prises, les canons de Macragge seraient réduits au silence, et le monde laissé sans défense. C'est ainsi que les tyrannides débarquèrent en plus grand nombre qu'auparavant, et les forteresses se trouvèrent rapidement assiégées. Car oui, comprenez bien que si vous repoussez une invasion tyrannide, il y a une deuxième vague qui arrive, une troisième, une quatrième, une cinquième, c'est sans arrêt. Tant qu'ils ont des ressources et donc des créatures à vous envoyer, vous serez dévorés. Après avoir livré leur effroyable cargaison, les vaisseaux ruches se retirèrent de l'orbite. Se fiant à ses ultramarines pour assurer la sécurité des forteresses, Calgar poursuivit sans relâche la flotte tyrannide, déterminée à ce qu'elle n'apporte pas la ruine sur d'autres planètes. Jamais auparavant, ni depuis, la vaillance des ultramarines n'a été mise à l'épreuve comme elle l'a été lors des défenses des forteresses polaires. Les vétérans Space Marines de la première compagnie ont mené l'Auxilia, peu armés, dans une défense tenace des forteresses, tenant chaque mur, et chaque tranchée jusqu'au dernier moment, avant qu'elle ne soit envahie par les saints tyrannides. Lentement, mais sûrement, les troupes se sont retirées de plus en plus profondément dans les forteresses, tout en faisant payer aux tyrannides chaque mètre de terrain qu'ils avançaient. Les titans de la Legio Praetor traquaient les champs de glace et creusaient des sillons fumants à travers les hordes de tyrannides qui se précipitaient à l'aide d'obus et de plasma. La férocité des essaims était incroyable. Dans la forteresse du Nord, ils ont franchi les murs en utilisant les piles fumantes de leurs propres morts comme couverture. Les titans de combat impériaux étaient traînés à terre et déchiquetés par le simple poids du nombre. Pour que vous rendiez vraiment compte, imaginez un nombre incalculable de petites créatures comme celle-ci, qui, à force de mourir avec des centaines de millions d'organismes morts, eh bien ça finissait par leur permettre de sauter sur des titans qui font parfois des kilomètres de haut. Alors oui, je sais, dans le lore, c'est un petit peu le bordel, parce que certains font des kilomètres de haut, certains font 500 mètres de haut, certains maintenant 50. En fait, ça dépend totalement de l'auteur du livre que vous avez lu, et surtout de la période à laquelle vous avez lu votre livre. Il y a 30 ans, certaines factions de Warhammer étaient décrites très différemment que actuellement. C'est très important de savoir. Tout ce qui est dans les livres de Warhammer est vrai, mais c'est pas forcément canon. Voilà, c'est un petit peu le problème d'avoir 50 000 auteurs dans Warhammer. C'est un petit peu le truc un petit peu contradictoire. Reprenons. Les canons des défenseurs rougeoyaient et s'enrayaient malgré le froid arctique. Les munitions commençaient à manquer alors que la forteresse contenait des réserves destinées à durer des mois de siège. Pourtant, les défenseurs continuèrent de se battre. Les carnifex lourds et armés de faux s'attaquaient aux bastions des défenseurs comme des béliers vivants, se frayant un chemin à travers les murs de métal et de béton avec la même fureur. Évitons les blagues, ouais. Les ultramarines devaient s'appuyer sur une forte puissance de feu à courte portée pour venir à bout de l'ennemi. Mais pour chaque tyrannide tombé, 3 autres s'élançaient pour poursuivre le combat. Les hommes moins expérimentés étaient paralysés par la terreur, alors que les tyrannides franchissaient le périmètre encore et encore. Mais les ultramarines n'ont jamais désespéré et n'ont jamais songé à la défaite. On pensait que les survivants de la première compagnie des ultramarines se battaient encore dans les silos laser de défense de la citadelle tout au nord. Mais tout contact avec eux avait été perdu après que les tyrannides eurent envahi les avant-postes de la surface. On ne sait rien de la garnison sud. Calgar, sentant que la situation devenait critique,
envoya la 3e et 7e compagnie d'ultramarines en avant et aborde le rapide croiseur d'assaut, tandis que ses autres vaisseaux endommagés rentraient en boitant sur Macragge. Les Space Marines des 3e et 7e compagnies se déployèrent sur les pôles à l'aide de drop pods, suivis par leur unité de soutien à bord de Thunderhawk. Je vous mets une image de drop pod derrière moi ainsi que de Thunderhawk pour que vous compreniez mieux un peu ce que c'est. Des scènes de carnage incroyables les attendaient en bas. Des piles de cadavres de tyrannides mutilés et de matériel brisé jonchaient toute la glace. De vastes cratères fumants piquetaient la neige, là où les réacteurs à plasma des titans étaient devenus critiques. L'odeur de la mort est omniprésente. La 7e compagnie débarque sans opposition dans la forteresse sud et rejoint rapidement les survivants de la garnison en surface. Ensemble, ils poursuivirent leur effort pour dégager les passages souterrains envahis par les tyrannides. Au nord de Macragge, la 3e compagnie fut attaquée dès son atterrissage. Des centaines de créatures sortirent des bouches de tunnels sombres et de bunkers impériaux détruits pour attaquer les Space Marines. Seuls les tirs nourris des escouades dévastateurs de la compagnie ont permis de tenir l'essaim extraterrestre à distance jusqu'à ce que le Thunderhawk arrive pour repousser les tyrannides dans l'obscurité. Le capitaine Fabian de la 3e compagnie a prudemment attendu l'arrivée des 3 dreadnoughts de la compagnie avant de se rendre dans la forteresse, à la recherche des derniers survivants potentiels. Les couloirs sombres et humides sous la forteresse nord étaient déjà altérés par la présence extraterrestre. Du mucus s'écoulait des murs et des plafonds et une odeur musquée envahissait l'air. Les cris et les rugissements des extraterrestres résonnaient et se réverbéraient le long des tunnels. Les Space Marines avancèrent dans les couloirs jonchés de cadavres de tyrannides et d'ultramarines. L'obscurité reculant à contre-cœur devant les lumières de leurs combinaisons. Des lictors caméléons se tenaient en embuscade parmi les cadavres, foudroyant les escouades avancées dans une orgie de destruction. Finalement, les escouades avancées utilisèrent des lance-flammes pour se frayer un chemin le long des passages et débusquèrent leurs ennemis. Même si le feu les consumait, les créatures bondissaient toujours vers l'avant, les griffes tendues pour déchirer et tuer toute opposition. Pendant un certain temps, les forces de Calgar réussirent à ralentir l'invasion terrestre initiale des tyrannides, échangeant des territoires contre du temps, tandis qu'elles réduisaient l'essaim qui arrivait. Cependant, même sous le commandement légendaire de Marneus Calgar, ces mesures dilatoires n'ont fait que retarder l'inévitable. Se retirant plus au nord, les Genestealers jaillirent des égouts sous le port stellaire de Sirocco, massacrant les défenseurs et les pilotes de Macragge avant qu'ils ne soient abattus par des tirs de bolters vengeurs. Une grande partie de la flotte de navettes de Calgar avait été éliminée d'un seul coup. Bien que le maître de Macragge ait encore accès à suffisamment de Thunderhawk pour approvisionner et manœuvrer ses ultramarines, il ne possédait pas les forces auxiliaires qui constituaient l'essentiel des forces de défense. N'ayant plus réellement d'options, Calgar prit la décision fatidique de s'installer sur la crête d'Acifroi. Au fait, regardez absolument tous cette image, on parle ici bien d'un Swarmlord qu'on va voir juste après, et putain de merde, ces épées d'os sont trop sexes. Et rappelez-vous de ce mec parce qu'ils sont très puissants. Ces tyrannides sont incroyables. Ayant affronté l'armée de Calgar à de nombreuses reprises, l'esprit ruche avait beaucoup appris de Calgar et des tactiques qu'il employait. Ayant identifié le maître de chapitre comme la principale menace pour l'avancée des tyrannides, l'esprit ruche créa et envoya la bioforme tyrannide mortelle, plus tard classée dans les archives impériales sous le nom de Swarmlord. Le Swarmlord est le monstre qui a amené les derniers assauts sur Tyran et Tandros, affinant les stratégies d'encerclement et d'égarement contre leur adversaire humain. Ces mêmes stratégies ont été employées contre la position de Calgar sur la crête d'Acifroi, que en anglais on appelle Cold Steel Ridge. Jusqu'à ce stade du siège, les défenseurs s'étaient habitués aux tactiques presque insensées de l'essaim déchaîné. Mais sous l'influence du Seigneur suprême, la fureur primitive des tyrannides se doublait d'une fine stratégie. Le stratagème du Swarmlord entraîna la mort de dizaines de frères de bataille. Alors qu'il menait le contre-assaut contre une couvée de carnifex, Calgar reconnut l'intelligence malveillante de la créature, et comprit rapidement que son ennemi n'était pas l'essaim sans cervelle qu'il avait d'abord semblé être. Alors que l'ennemi était ébranlé, le Swarmlord étendit sa volonté et 10 000 esprits extraterrestres rebondirent. Des Raveners et des Trigons jaillirent du sol glacé au milieu des tranchées habitées, séparant les défenseurs assiégés de la force principale de Calgar. Lorsque les ultramarines se frayèrent un chemin à travers les essaims souterrains, le réseau de tranchées n'était plus qu'un bain de sang envahi par les tyrannides. Les ultramarines décidèrent de purger tous les tyrannides par le feu, mais en le faisant, ils laissèrent la véritable cible du Swarmlord, extrêmement intelligent je le rappelle, et malheureusement cette cible était le Baneblade
Pride of Hera. Baneblade qui se retrouva sans soutien d'aucune infanterie. Une vague de carnifex mit en pièces le char super lourd en un rien de temps. Avec sa destruction, le flanc ouest des Impériaux était totalement perdu. Au cours des heures solaires qui suivirent, la profondeur du plan de bataille du monstre devint assez évidente. Des centaines de soldats de l'Auxilia furent tués de la manière la plus horrible qui soit, tandis que le Swarmlord utilisait, vague après vague, les diverses bioformes tyrannides à sa disposition. Calgar et ses ultramarines se sont battus sans relâche pour tenter de renforcer les sections affaiblies de leur ligne de bataille, comme seul un Astartes peut le faire, réagissant à chaque nouvelle menace avec vaillance. Mais ils étaient en infériorité numérique et dépassés. Sous la direction de l'infâme nouveau maître tyrannide, l'Essaim était capable de s'adapter pour vaincre les tactiques de Calgar aussi rapidement que le maître de chapitre les avait mises au point. À la tête d'une garde similaire aux gardes prétoriennes ou peu importe de quelle unité ou de faction de Warhammer, le tyran regroupa des guerriers tyrannides ainsi que des gardes tyrans pour foncer droit sur Calgar avec toutes ses troupes de corps à corps. Voyant leur maître de chapitre assiégé, les ultramarines se haltèrent de venir en aide à leur seigneur. Mais ils se retrouvèrent bientôt assaillis d'un côté totalement inattendu. Les Ormagones qui se trouvaient sur leur flanc gauche n'étaient pas tous des cadavres sans vie, car certaines de ces créatures étaient restées endormies parmi les cadavres de leurs semblables. Alors que le Swarmlord chargeait le maître de Macragge, les Ormagones sortirent de leur sommeil pour s'abattre avec fureur sur tous les ultramarines. Calgar fut terrassé, son corps déchiré et déchiqueté. Mais heureusement, sa garde d'honneur se battit devant son maître de chapitre blessé, ses haches d'ultramar repoussant le seigneur de l'épée loin du corps de son seigneur tombé au combat. Trop tard, les Thunderhawks arrivèrent de la barge de combat Octavius, leur premier passage faisant reculer les seins de la crête pour permettre à 3 d'entre eux d'atterrir au milieu des corps entassés des morts et des récupérer. Et ils tentèrent de récupérer les survivants. La garde d'honneur n'a pu mettre Calgar en sécurité que grâce au vaillant sacrifice du frère Aloysius, commandant de la garde, qui aurait tenu bon seul face au Swarmlord et à sa garde de tyrans. Alors qu'Aloysius tombait, les Thunderhawks ont pu décoller, transportant les quelques dizaines de survivants en un lieu sûr. Grâce au noble sacrifice des ultramarines, Marneus Calgar allait pouvoir se battre à nouveau. Mais l'armée d'ultramar n'existait plus. Les forteresses polaires étaient désormais livrées à elles-mêmes. Si la bataille terrestre était mal déroulée, la guerre spatiale, elle, était tout simplement désastreuse. La première vague d'assaut de la flotte tyrannide avait emporté la puissante barge de combat Caesar. La troisième vague tyrannide a presque permis de détruire la quasi-totalité de la flotte marchande d'ultramar. Lors de la 9e vague, les stations Star Nova de Macragge étaient devenues des bains de sang, réduits à de simples débris tournoyant dans le vide froid de l'espace. Lors de la 12e vague d'assaut, les défenses orbitales de Macragge étaient pratiquement anéanties. Macragge était désormais sans défense, et l'invasion tyrannide s'intensifiait. Les vaisseaux russes profitèrent de leur victoire pour libérer des milliers de spores mycétiques directement sur les forteresses polaires de Macragge. Petite parenthèse, tout ce qui était en train de se passer justement dans l'espace, c'était juste avant que Calgar finisse par être blessé. Il va ensuite redescendre sur la forteresse, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important pour la suite. Cependant, la guerre dans l'espace n'était pas encore terminée. Refusant toute aide médicale, sauf la plus vitale comme on l'a vu précédemment, Calgar prit le commandement des vaisseaux survivants et commença à harceler la flotte russe qui s'étendait pour encercler Macragge. Ses forces étant déployées à la surface de la planète, l'esprit russe choisit de retirer ses biovaisseaux de Macragge afin d'attirer les vaisseaux défenseurs et de les empêcher de venir en aide aux forteresses polaires. Malheureusement, Calgar a mordu à l'hameçon des tyrannides et a poursuivi la flotte tyrannide vers le monde de Circé, à l'extrémité du système de Macragge. Mais il avait tout de même un plan. L'arrivée opportune de l'ensemble de la Battlefleet Tempestus de la marine impériale depuis Bacca a finalement scellé le destin des tyrannides en les prenant en étau entre les deux flottes. S'il y a un connard dans les commentaires qui me fait « Ah, Bacca !» Kawaii ma pute c'est bon, t'es ban mon pote. Même maintenant, la flotte impériale était dépassée, car les tyrannides étaient bien trop nombreux. Cependant, la victoire de l'esprit russe fut de courte durée. La bataille aurait été perdue sans le sacrifice héroïque de grand cuirassé Dominus Astra. Chargeant au cœur de la flotte russe, l'énorme cuirassé Astra, de classe Empereur, fit exploser ses moteurs Warp, créant un vortex Warp qui l'entraîna, ainsi que toute la flotte tyrannide, vers le néant. Rien que ça. Pris entre les canons des deux flottes impériales, la quasi-totalité des biovaisseaux de la flotte de Behemoth
fut totalement détruit. Quelques rares vaisseaux, marqués et meurtris, s'enfoncèrent dans les profondeurs de l'espace. Bien qu'elle ait subi une grave défaite, la galaxie n'avait pas fini d'entendre parler de Behemoth. Une fois la flotte ruche détruite, les vaisseaux survivants de Calgar firent demi-tour et retournèrent en trombe vers Macragge pour tenter de sauver les garnisons polaires assiégées. En vérité, la guerre a été gagnée à Circé. La seule question qui subsistait était de savoir si Macragge s'était perdu dans le processus. Tandis que la bataille faisait rage dans l'espace, la vaillance des ultramarines était mise à l'épreuve comme jamais auparavant à la surface. À travers l'obscurité et des terreurs inimaginables, la 3e compagnie atteignit finalement le pénitencier inférieur où les défenseurs Space Marine avaient tenu bon. Le corps des tyrannides était empilé sur 6 niveaux autour des portes. Et à l'intérieur de la pièce, un cercle de Terminator gisait là où ils s'étaient battus dos à dos. Chacun avait donné sa vie pour ses frères. La première compagnie des ultramarines avait été anéantie jusqu'aux derniers hommes. La bataille de Macragge reste une grande source de douleur et de fierté pour les ultramarines. Les noms des soldats tombés au combat sont commémorés chaque année lors de la fête des jours, qui en anglais est la Feast of Days, et leur sacrifice est rappelé dans tout Ultramar avec honneur et gratitude. Mais le prix à payer a été extrêmement élevé. La première compagnie des ultramarines avait disparu, et les 3e et 7e avaient été sérieusement diminués. Il faudrait de longues années avant que le chapitre ne puisse compenser ces pertes, mais il le ferait. Les ultramarines perdureront. Lorsque les ultramarines revinrent sur Macragge, ils trouvèrent un paysage de carnage. Bien que quelques survivants aient été retrouvés dans les ruines de la forteresse sud de Macragge, aucun n'a été découvert dans le nord. Le corps d'un des tyrans de la ruche, supposé être le Swarmlord, a été retrouvé sur les champs de glace parsemés de cadavres à l'extérieur de la forteresse polaire du nord. Mais les dégâts qu'il avait subis l'ont empêché de l'identifier avec certitude. Des rumeurs persistantes affirment que la bête a échappé à la mort et que les tyrannides reviendront un jour. Il faudra attendre des décennies solaires pour que la vérité soit révélée. Depuis la bataille de Macragge, les ultramarines ont joué un rôle déterminant dans les guerres de l'Imperium contre d'autres fautruches tyrannides. Après la bataille de Macragge, les ultramarines ont été confrontés à la tâche herculéenne de reconstruire leur corps de guerriers vétérans le plus expérimenté, j'ai nommé la première compagnie. La responsabilité de cette entreprise incomba à l'aumônier Hortan Cassius, dont la haine pour les tyrannides et tout ce qu'il avait fait au monde de l'humanité ne connaissait pas de limite. Cassius demanda à Marneus Calgar l'autorisation de lever un nouveau corps de Space Marine ultramarine issu des rangs des Astartes ayant survécu à la première guerre tyrannique. Seuls les Space Marines qui avaient été mis à l'épreuve, comme lui, pouvaient vraiment comprendre la menace que représentaient les tyrannides. Marneus Calgar finit par accéder à la demande de l'aumônier, et avec l'approbation du maître du chapitre, pour la première fois dans l'histoire du chapitre des ultramarines, les règles du Codex Astartes furent réécrites, et donc non respectées. L'aumônier rassembla son corps de vétérans de la guerre tyrannique. Sous la direction de Cassius, les frères de bataille qui s'étaient le plus battus contre les essaims tyrannides qui avaient assailli Macragge ont été élevés au rang de vétérans, et se sont vus confier des tâches supplémentaires, jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit jugé digne de rejoindre les rangs et la première compagnie, lentement mais sûrement reconstituée. Ces vétérans de guerre tyrannique constituent la première et la plus puissante des compagnies reformées du chapitre, et n'ont rien à envier aux autres guerriers de l'Imperium en raison de leur expérience, de leur entraînement et de leur armure améliorée. Bien qu'il s'agisse d'une déviation mineure du Codex Astartes, Marneus Calgar tolère que son mentor s'écarte de ses principes sacrés, sentant qu'un jour il y aura une nouvelle confrontation entre les ultramarines et les tyrannides, et que les vétérans de guerre tyrannique de Cassius pourraient être la clé de la victoire finale pour le chapitre. Oui, je sais, il y a eu un changement d'habit, faites pas gaffe. Oh putain, excusez-moi, mais... putain, mais... Pardon, excusez. Faisons un petit résumé pour voir ce qui va se passer avec Behemoth par la suite, et surtout pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait en général durant cette attaque. Comme on l'a vu, le royaume ultramarine a été profondément pénétré par la première force tyrannide à entrer en contact avec l'Imperium, bien que la région n'ait perdu qu'un seul de ses précieux mondes, nommé Prandium. Bien que le Grand Dévoreur n'ait réussi à prendre qu'un seul monde important, de nombreux mondes mineurs du royaume ont été dévorés par la flotte ruche Behemoth, et les dégâts sont encore considérables.
Il faudra près d'un siècle aux ultramarines pour se remettre de la perte de l'ensemble de leur première compagnie et d'une grande partie des forces du chapitre. Et la marine impériale mettra elle aussi beaucoup de temps à se remettre de toutes leurs pertes. Les tyrannides ont également laissé derrière eux une arme biologique mortelle dans Ultramar, nommée Old One Eye. En français, il s'agit du vieux borgne. Et ça mérite une vidéo entière, il est super intéressant ce perso. Enfin, ce monstre. Bien que la menace de Behemoth pour la galaxie ait pris fin, l'Esprit Ruche avait échantillonné une quantité importante de nouvelles biomasses lors de sa première grande incursion et avait acquis de l'expérience pour faire face aux stratégies et tactiques opérationnelles déployées par les différentes factions de la Voie lactée. Après la fameuse bataille de Macragge, les survivants de la flotte ruche Behemoth se divisèrent en petites flottes, qui se dispersèrent dans toutes les directions, en absorbant de la biomasse, et ces éclats ont rapidement repris de l'ampleur, obligeant l'Imperium à faire face à de nouvelles menaces tyrannides au cours des décennies solaires suivantes. Néanmoins, les dirigeants de l'Imperium se permirent de croire, attention, que le pire de la menace tyrannide était passé, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'au cours du 41e millénaire, que les forces tyrannides dispersées découvertes sur les mondes de la Frange orientale étaient les précurseurs de deux nouvelles flottes ruches, Kraken et Léviathan. L'un des éléments de la flotte ruche Behemoth s'est rendu sur le monde de l'Adeptus Mechanicus, connu sous le nom de Dogel Helix. Là, l'Adeptus Mechanicus a pu utiliser les connaissances tirées du codex de données récupérées sur Tyran pour donner à ses guerriers cybernétiques Skitarii une chance de se battre. Le commandant de la cohorte, Alpha 9 Tirk, a renversé le cours de la bataille contre le Grand Dévoreur en saturant une strate de l'atmosphère avec du gaz provenant des raffineries de prométhium de la planète. Après que le laser à neutrons de son Oneger a embrasé le ciel, chaque nouvelle vague de spores tyrannides a été enflammée et a incinéré les xénos déjà présents sur la planète, au lieu de les renforcer. Bien qu'efficace, cette tactique fut stockée dans un autre code de données du Mechanicus, ramené sur le monde forge d'Akatran, et rapidement oublié au cours des batailles à venir. Malgré ses dangers et ses pertes, l'Imperium a également acquis une grande quantité de connaissances sur les tyrannides au cours de la première guerre tyrannique. Ces connaissances ont aidé les défenseurs de l'humanité à faire face aux futures flottes ruches qui n'allaient pas tarder à arriver, car la prochaine menace pour l'Imperium fut l'arrivée de la flotte ruche Kraken, et le début de la deuxième guerre tyrannique en 992.M41. Ouais, ça en fait du beau monde, et bordel de merde, qu'est-ce que je voudrais pas être un ultramarine sur Macragge, parce que rappelez-vous bien une chose, quand cette bataille s'est terminée, quand ce massacre s'est terminé, le chapitre des ultramarines était réduit à un nombre ridicule. On était peut-être à, je sais pas beaucoup, très peu, très peu, de soldats. C'est pour vous dire à quel point, non, sérieusement, ils étaient très peu, et les tyrannides ont fait un vrai ravage. Et comprenez bien qu'il y a eu donc ces nouveaux soldats, cette nouvelle unité, les vétérans de guerre tyrannique qui ont été inventés suite à cette bataille, qui était un énorme problème qui a créé beaucoup de soucis au sein des ultramarines, car ils n'ont pas respecté le codex et ils l'ont modifié. Si d'ailleurs vous voulez en apprendre plus sur ces vétérans de guerre tyrannique, j'en ai fait une vidéo, c'est parfait. Donc allez à la fin de la vidéo, cliquez sur le lien en image. Si vous voulez me soutenir, évidemment vous connaissez Holy Energy, le meilleur sponsor les gars. C'est grâce à Holy que je peux faire les vidéos sur YouTube, c'est grâce à eux que je peux continuer tout ça, c'est pour ça que je vous fais tout le temps chier avec eux, simplement parce que je leur fais confiance et que bordel de merde, ils me le rendent bien, et merci à tous ceux qui passent par mes liens, c'est un produit de qualité, et en plus de ça, eh ben ça a l'air de vous plaire, autant que ça me plaît, donc c'est vraiment chouette. Si vous voulez acheter vos tyrannides beaucoup moins cher aussi, vous pouvez le faire en description, jusqu'à moins 20% sur tous vos tyrannides, sur toutes les figurines Warhammer, il y a même des nouveaux sets Army Painter qui sont arrivés chez My Hobby Place, allez checker ça, faites-vous plaisir, ça me permet de vivre de la chaîne, et encore une fois, je vous remercie les gars, merci à tous ceux qui font ça, vous ça vous coûte rien en plus, et moi ça me permet de continuer, donc je sais que je le répète, mais je suis très reconnaissant de la communauté qu'on a les gars, donc merci beaucoup, prenez soin de vous, faites du sport, mangez bien, vous connaissez, prenez soin de vos proches, etc. Et surtout, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous voir pour la prochaine qui sera assez unique. Abonnez-vous pour ne pas les rater comme d'habitude, messieurs dames. Likez, commentez, dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Et surtout, à très bientôt. Allez voir les vétérans de guerre tyrannique juste après. Bonne journée les gars, à plus.